Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, ravi de vous retrouver. Comme chaque jeudi, c'est le débrief de la tech, vous le savez, de la semaine. Toute l'actu tech de la semaine, c'est 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. L'actu de la semaine, François, c'est tout d'abord ce violent incendie à Strasbourg dans un data center d'OVH, l'hébergeur français. Des millions de sites web ont disparu. Jérôme, on s'intéressera aussi à ce quiproquo et on va dire même cette attaque de France Digital contre Apple. On va tout vous expliquer dans un instant. Et puis, la séquence Tech for Good de 01 Hebdo cette semaine sera consacrée à une start-up française qui s'appelle Kokoroé, vous le voyez, peut-être le Netflix de la formation. Ça s'annonce très intéressant. Et puis Jérôme, on prendra un peu de hauteur tout à l'heure. On découvrira le projet Starlink d'Elon Musk, de l'Internet partout dans le monde. C'est incroyable et Amélie Charnet va tout nous raconter. Enfin, notre ami Jordan est là. La story de Jordan cette semaine. Jordan veut savoir, alors il est allé poser vos questions aux spécialistes de la rédaction de 01net. Vous l'avez reconnu, c'est Nico Lelouch. Nico qu'on va retrouver d'ailleurs dans un instant. Merci d'être là. C'est parti pour 01 Hebdo sur 01 TV. Alors on peut dire François que l'actu est assez chargée cette semaine, il y a vraiment beaucoup de choses, des choses intéressantes et assez fortes même. Tout à l'heure vous allez voir, on verra comment des startups françaises se groupent et s'attaquent carrément au mastodonte Apple. Avec notre invité, ça pourrait bien faire du bruit cette histoire. Oui, et puis tiens, l'actualité du smartphone aussi, c'est un petit peu dans l'ADN de 01 Hebdo. On vous parlera dans quelques instants de l'Oppo Find X3 qui a été annoncé il y a quelques heures. C'est le nouveau smartphone haut de gamme d'Oppo. Nico Lelouch sera là pour tout nous expliquer. Voilà, donc avant nos invités, tout de suite, l'actu de la semaine. Une actu brûlante. Oui, c'est le cas de le dire. C'était il y a quelques jours, en pleine nuit, à 0h47 exactement. Un incendie a ravagé une partie des fermes de serveurs d'OVH. Alors, il faut savoir que OVH est à Roubaix, Jérôme, leur siège social. Ils ont une partie de leurs serveurs qui sont là-bas, mais ils ont aussi énormément de data centers à Strasbourg et c'est là-bas que le drame s'est produit. Voilà, ils ont d'ailleurs dans plusieurs villes d'Europe des data centers. Là-bas, ils en ont 4 exactement et il y en a un qui a entièrement brûlé. Il y en a un autre qui a partiellement brûlé et les 2 autres qu'il a fallu déconnecter pour des raisons de sécurité, si j'ai bien compris cette histoire. Salut Nicolas. Va nous parler Nicolas Lelouch. Ça va Nicolas? Oui, tu as bien compris. En effet, ils ont déconnecté les 4 serveurs qui étaient en fait dans la même zone, justement pour s'assurer que l'incendie ne se propage pas, que le problème ne se manifeste pas ailleurs. Donc c'est une mesure de sécurité qui est tout à fait logique dans ce genre de situation, à savoir on éteint tout, on fait un examen et une fois que l'examen est passé, on rallume ce qui peut être allumé bien sûr. Alors on a vu des images, c'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est pas un petit incendie, c'est un incendie qui a ravagé, on le voit, des bâtiments entiers. Il faut savoir qu'à l'intérieur donc de ce bâtiment qui est tout fumant, il y a des milliers de serveurs qui alimentaient des centaines de sites. On parle de 30 000 serveurs, oui, donc c'est complètement hallucinant en termes d'échelle, tout ce qui a pu brûler. Ce qu'il y a à savoir, c'est que l'incendie il a démarré à minuit 47, donc c'est en pleine nuit, il n'y a personne sur place, il n'y a pas grand monde sur place, heureusement, parce que du coup, évidemment, il n'y a eu aucune victime et c'est déjà la bonne nouvelle de toute cette histoire. Mais l'impact du coup sur tout ça, le temps que les pompiers interviennent, on ne se rend pas compte forcément qu'il y a un incendie et donc c'est trop tard une fois que c'est lancé et tout est détruit. Ce que tu disais, c'est qu'il y a 2 serveurs qui ont été vraiment abîmés. Le serveur SBG2, c'est des noms un peu compliqués. Le data center, c'est le data center qui est complètement détruit et le data center SBG1 qui lui est partiellement détruit. Donc pour le coup, on souhaite aux personnes qui étaient hébergées sur les serveurs présents dans ces data centers d'avoir fait des sauvegardes, d'avoir des solutions de secours, parce que sinon les données elles sont détruites. Elles sont perdues, voilà. Et alors c'est des millions de sites qui ont disparu hier matin. Oui, il y a eu une panne évidemment immense. C'est ce qu'on disait, c'est que les 4 data centers ont été coupés. Ouais. J'ai vu passer un chiffre, 3,7 millions de sites impactés.
Et c'est ça qui est impressionnant. Parce qu'OVH, là, c'est deux tiers des sites internet français. Hein. C'est immense. Ouais. Et dans le monde entier, ça a aussi une part colossale. D'autant plus que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'un site n'est pas hébergé sur OVH qu'il n'y a pas des composants de ce site qui, eux, dépendent d'OVH. Donc, du coup, ça peut entraîner des catastrophes en domino. Enfin, il y a plein de problèmes. Je vais en lister quelques-uns qui ont été pris. Il y a eu beaucoup de sites gouvernementaux, notamment data.gouv, le site qui permet à Google, à Covid Tracker, à tout ce genre de sites d'avoir les informations sur le coronavirus. Ouais, donc évidemment, c'est peut-être mieux. Exactement, c'est l'open data gouvernemental. Donc c'est un peu problématique en cette Surtout période de perdre période. ça. Des sites de médias, il y a eu notamment le groupe Sopress qui a eu des problèmes, plein de petits médias locaux qui ont été impactés, des sites officiels, le Centre Pompidou par exemple, l'application Cityscoot qui dépendait d'OVH, tout ça en panne. Nous, sur 01net aussi, d'ailleurs, le site n'est pas hébergé sur OVH, mais il se trouve que certaines de nos images le sont et que du coup, beaucoup de photos ont disparu provisoirement du site 01net.com. Mais en tout cas, voilà, la panne, elle est immense. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à être établi, en grande partie parce que beaucoup des gros sites qui étaient présents sur ces data centers payer une option de sauvegarde pour être transféré sur un second serveur gratuitement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et oui, probablement les petits ne payaient pas. Ce qui en soi est une erreur, parce que évidemment on ne va pas blâmer les sites qui se sont fait avoir, et c'est clair que on peut poser des questions sur le modèle d'OVH, justement de ne pas forcément proposer des backups ou quoi que ce soit là-dessus, mais c'est sur ces petits sites, on va prendre un exemple qui est assez fou. Le jeu Rust, qui est un jeu en ligne, a annoncé que tous ces joueurs européens, les données sont perdues et il faut recommencer. Il n'y avait pas de sauvegarde. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore OVH et c'est une boîte qu'on suit depuis de nombreuses années et qui est une vraie pépite du cloud française et il en faut pour plein de raisons, pour la souveraineté des données, mais pas que pour ça, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même... Moi, je trouve incroyable... Je vois où tu veux en venir. Je trouve incroyable que, un feu puisse se déclarer dans ce type de choses, sans surveillance, sans des systèmes de sécurité qui font que, ben voilà... Alors, il y en avait, visiblement, mais pas les mêmes que dans d'autres data centers d'OVH qui sont beaucoup plus sécurisés. Là, il n'y avait pas les systèmes qui coupent l'oxygène, C'est etc. ça, première chose. D'accord. Deuxième chose, comment on peut imaginer aujourd'hui, en 2021, ne pas avoir de backup de serveurs que l'on commercialise. Et moi, je suis persuadé qu'il y a plein de clients d'OVH qui ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas de sauvegarde, en fait. Parce que dans les conditions d'utilisation, c'est pas forcément très clair. Quand il y a des offres de sauvegarde qui sont proposées. C'est proposé. Après, c'est aussi une solution de facilité de dire on va chez OVH parce que ça va être souvent moins cher, que c'est français, que c'est européen, qu'on nous dit qu'il faut éviter Microsoft et Amazon qui sont des grands méchants. Donc évidemment qu'OVH, et OVH d'ailleurs fait un très bon travail dans 99,9% des situations. Là, c'est pas de chance. Il se trouve que voilà, c'était des serveurs qui comprenaient beaucoup de sites. Mais ne serait-ce que par sécurité, ne pas avoir un backup des données, moi je trouve que c'est impardonnable. Enfin, franchement, c'est sûr que c'est un problème, et ça illustre un problème d'ailleurs très important de ce milieu. On dit souvent que ce qui est virtuel est dans le cloud, intouchable, que le virtuel est protégé. Mais non, le virtuel n'existe pas. Il n'y a pas de données virtuelles. Elles sont, quoi qu'il arrive, matérialisées quelque part. Donc elles peuvent être détruites. Jérôme, juste un truc. Est-ce qu'il n'y aura pas des actions judiciaires ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des actions en justice ? C'est une bonne question. Évidemment que certains sites seront tentés d'attaquer OVH. J'imagine que leurs conditions générales les protègent. Aujourd'hui, ils sont encore dans une situation de post-crise, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tous les serveurs, même ceux qui n'ont pas été détruits, ne sont pas encore établis. Parce que rallumer l'électricité maintenant, c'est prendre le risque de rallumer un incendie et de reperdre des données. Donc le temps que tous les examens n'ont pas été faits, il n'y a pas... Donc ça va revenir la semaine prochaine. Ça va revenir la semaine prochaine. Après, pour les sites qui le peuvent, ceux qui ont normalement tous les services qui leur permettent de transférer les données, OVH a promis une transition gratuite vers d'autres serveurs provisoirement, histoire de maintenir les activités. Donc normalement, là, on est sur un retour à la normale, à part pour les données détruites. Mais est-ce qu'il va y avoir des plaintes ? C'est possible. Alors moi, je peux vous dire, j'ai créé plusieurs fois des sites web, des petits sites web, et effectivement, la question de la sécurité, de la sauvegarde, etc., elle se pose, et on se la pose toujours en deux termes. Est-ce que, c'est la complexité, parfois c'est compliqué de mettre en place des systèmes de sécurité, et deux, c'est le prix, ça coûte de l'argent. Même le plus petit site web, ça va lui augmenter son budget de 30, 40 ou 100%. Donc voilà. Est-ce que tout cela doit être la règle ? C'est une autre question. C'est vrai que sur le coup, on se dit, pas besoin, il y a peu de chances que ça prenne un incendie, ce qui est vrai. Mais quand ça arrive, on se rend compte un petit peu des dégâts que ça peut avoir. Ouais, après, c'est des disques durs, ça peut tomber en panne. C'est clair, c'est clair. Bon, enfin bref, on suivra ça de près. Évidemment, on est avec toutes les équipes d'OVH. Encore une fois, c'est une boîte qu'il faut soutenir, qui devait s'introduire en bourse aussi. Donc, est-ce que ça va remettre en cause toutes les projections et tous les projets futurs d'OVH ? On verra ça, j'imagine, dans les jours et les semaines qui viennent.
Bien, l'autre actu de la semaine, elle est peut-être un petit peu plus riante, François. Oui. On va revenir à nos fondamentaux sur 01 TV avec un nouveau smartphone, mesdames et messieurs. Et oui, c'est le nouvel Oppo qui a été annoncé il y a quelques heures. Il s'agit de l'Oppo Find X3. Nicolas, un téléphone que tu as eu le privilège de prendre en main. Quel hasard. Si tu nous parlais de l'Oppo Find X3. Oui. Tu as eu le privilège de prendre en main avant tout le monde. Hein. Tout à fait, on l'a eu il y a quelques jours, on a commencé à faire des essais. Vous savez, comme d'hab avec nous, on est lent. Désolé, mais... oui, mais bon, c'est un gage de qualité. Il y a une explication derrière, c'est qu'évidemment, ça passe des tests labo. Un test d'autonomie, c'est 1 jour ou 2 jours. On en fait 3. Vous ajoutez les tests d'écran, plein de choses. Ça prend du temps, donc attendez-vous une bonne semaine avant que le test complet arrive sur 01net.com. Maintenant, je trouve qu'avec cette gamme, Oppo montre qu'il est le candidat parfait pour remplacer Huawei sur le haut de gamme. Il y a 3 produits. D'ailleurs, ils les ont dépassés en Chine, non? Ils les ont dépassés en Chine, ce qui est aussi absolument incroyable, parce que Huawei se défend souvent en disant, vous savez, même si on perd l'Europe, pas important, on est tellement puissant en Chine qu'il ne peut rien nous arriver. Là, maintenant, Huawei est 3e en Chine. Wow. Il y a Oppo, Vivo devant. Donc, c'est la preuve que, en fait, il y a une raison simple à ça. Ils sont en pénurie de composants parce qu'ils n'ont plus le droit de travailler avec leurs fournisseurs. Donc, du coup, ils ne. Et oui, ça impacte même le marché chinois. Évidemment que ça va l'impacter. Donc, beaucoup se posaient la question qui, il y a quelques années, semblait utopique, ou dystopique plutôt, de savoir est-ce que Huawei va mourir sur le smartphone, parce qu'on peut vraiment se poser la question aujourd'hui. Il y a encore 6 mois, on aurait dit, mais vous êtes fous de oui, on aurait dit cette question-là. Il y a d'autres marchés. Bien sûr, mais là, maintenant, ça peut être une éventualité. C'est clair. En tout cas, sur le marché français, ça semble compliqué pour eux de se maintenir, même cette année. Ils risquent de perdre énormément en part de marché. Xiaomi est le candidat parfait pour l'entrée de gamme, mais Oppo pourrait réussir un gros coup sur le haut de gamme. En l'occurrence, il y a 3 produits, on va faire le tour rapidement. Le Lite à 449 €, qui est un smartphone à milieu de gamme, avec un processeur milieu de gamme très classique, mais c'est 5G et il est assez solide pour ce prix. Le Find X3 Neo, qui coûte 799 € et qui, pour le coup, pour moi, est le produit le plus intéressant de cette gamme, parce que c'est un smartphone haut de gamme avec le processeur de l'année dernière, ce qui permet de faire baisser les prix. C'est malin, mais avec un appareil photo justement de cette génération, avec un super écran, un design super fin, beaucoup plus léger que les smartphones haut de gamme concurrents, donc très intéressant. Et le Find X3 Pro à 1149 €, qui, comme l'année dernière, est surtout un produit d'image qui vous montre ce qu'Oppo sait faire. Est-ce que c'est celui qui va se vendre le plus? C'est peu probable. Aujourd'hui, le marché du haut de gamme, c'est Apple à 70%, Samsung à 15 ou 20%. Donc, il n'y a pas vraiment de... Oui, il ne reste pas beaucoup de place pour les autres. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait, pour les autres. Mais dans tous les cas, pour Oppo, c'est une manière de montrer, regardez ce qu'on sait faire. Et pour avoir commencé à jouer avec ce produit, franchement, c'est peut-être le meilleur smartphone Android du moment, voire meilleur smartphone tout court. Et c'était déjà le cas pour la précédente génération, le Find X2, qui était sorti il y a 1 an, que tu avais énormément apprécié, je me souviens. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Mes 2 coups de cœur, c'est lui et le Galaxy Z Fold 2, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Mais sur le concept de smartphone classique, le Oppo Find X2 Pro est incroyable. Et ce 3 Pro, je lui reproche d'avoir arrêté le zoom périscopique, ce qui était quand même super cool. Mais à ce détail près, franchement, le produit est super. Alors, il y a un truc rigolo sur le Find X 3 Pro, c'est en fait un capteur microscopique. Oui. Tout à fait. Alors ça, c'est absolument étonnant. Original. Alors, bon, je sais pas, je pense que c'est plutôt un gadget, mais bon. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que, vous savez, on avait des capteurs macro sur les smartphones, c'est pas la même chose. Là, pour le coup, un capteur micro, il prend des photos qu'à 2 mm de distance. Donc, si vous êtes à 3 mm, c'est flou. Si vous êtes à 1 mm, c'est flou. Donc, il faut vraiment s'approcher de très près, s'y reprendre à plusieurs reprises pour l'avoir. Mais quand vous avez une photo, super cool, super amusant. Mais en fait, au bout de 2 jours, vous commencez à vous enlacer. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'effet de mode. Merci beaucoup Nicolas. Puis Huawei, juste un mot, qui a présenté hier, non pas des smartphones, ça arrivera plus tard, mais des nouveaux ordi et puis une paire d'oreillettes à moins de 100 €, True Wireless à réduction de bruit, toute rouge, toute mignonne, qui est assez originale. Et aussi une enceinte qui ressemble d'ailleurs, avec 2 vialets, qui a été conçue avec 2 vialets, et qui ressemble à une petite enceinte, les petites enceintes Amazon. Mais qui n'a pas d'assistant vocal, contrairement à une autre qui a été dévoilée cette semaine. Oui, et c'est Sonos. Sonos revient dans le game, comme on dit, avec un nouveau produit. Les nouveaux produits Sonos sortent au compte-gouttes, il n'y en a pas beaucoup. Et bien là, cette petite enceinte est la 2e enceinte vraiment nomade de Sonos, après la Move qui était sortie l'année dernière, qui était quand même assez mouse costaud, mais qui déjà coupait le cordon du Wi-Fi. On pouvait la connecter en Wi-Fi, mais aussi en Bluetooth. Et bien celle-ci, la Roam, je ne sais pas comment on prononce, la Roam. Est une petite enceinte transportable qui rejoint les 2 mondes, et le meilleur des 2 mondes, le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser chez vous dans l'environnement Sonos, connecté aux autres, mais si vous voulez l'emporter dans le jardin, sur la terrasse ou ailleurs, elle coupe le Wi-Fi comme tu l'as dit, et on peut diffuser la musique directement en Bluetooth. Elle ne fait que 430 grammes, contrairement à l'autre qui faisait
je ne sais plus, 700 ou un truc comme ça. Mais qui était beaucoup plus imposante en fait. Oui, hein. elle est IP67, donc vous voyez, elle résiste à l'eau, aux éclaboussures, à la poussière, tout ça, vous pouvez la jeter par terre. Assez résistant, les produits Sonos d'une manière générale. Elle coûtera 179 € et donc elle intègre Alexa et Google Assistant. Et le petit accessoire de recharge par induction, eh bien, coûte, je crois, une quarantaine d'euros. Il faut le rajouter, mais autrement, vous pouvez la recharger en USB-C. Voilà un produit qui nous tarde de tester ici à 01net. Voilà, on termine l'actu vite fait bien fait avec un clin d'œil, un petit anniversaire qui nous ramène combien 25 ans en arrière, c'est ça oui. Le 10 mars 1996, c'était le lancement du Pilot 1000, autrement dit le premier Palm Pilot. Eh oui, Nicolas Lelouch n'était pas né. ou peut-être pas loin, je sais pas. Non, j'étais pas né. T'étais pas encore né, 96, voilà. t'étais pas né. C'était juste après. Et tu vois ce que c'est les Palm Pilot ou pas? T'en as entendu parler? Oui, je vois ce que c'est parce que voilà, j'ai évidemment un intérêt pour les nouvelles Oui, bien technologies sûr. depuis toujours, mais oui, j'ai jamais vraiment joué avec ou eu l'opportunité de. Et tu sais que ça a été, à l'époque, c'était vraiment un C'était une choc. révolution. Moi, je l'ai connu un petit peu plus tard. Hein. Il y a Ouais, peut-être. ok, c'est moi qui l'ai connu en vrai le premier, Non, mais c'est parce ça que vous voulez dire. c'est pas ça. C'est que il y a eu énormément de modèles du Palm Pilot qui ont évolué avec la technologie. Les vraies originalités, c'était à l'écran tactile avec un stylet et une reconnaissance de caractère. Et tout le monde savait écrire en graffiti. C'est-à-dire que le A, c'était un code en particulier, le B, etc. Ça marchait assez bien. Et la deuxième particularité, mais qui en fait n'est apparue que plus tard, qui est apparue en 1998, c'était la transmission infrarouge qu'on appelait le BIM. Et dans toutes les soirées branchées, notamment les startups parisiennes, etc., on se bimait les coordonnées, c'est-à-dire qu'au lieu de s'échanger des cartes de visite, chacun sortait son Palm Pilot, on les mettait côte à côte et tac, ça transférait la carte de visite. Tu sais, c'était l'époque où il y avait les soirées, Nicolas. Vous aviez de super soirées à l'époque. Enfin, C'était cool, hein. Viens, on va se bimer. C'était la classe. Non, mais à l'époque, le fait de pouvoir se transférer comme ça sans fil des données, aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais enfin. C'était génial. C'était l'époque de la 2G. Je me rappelle, j'avais mon cousin qui avait un PDA bien plus évolué que celui-là. Et déjà à l'époque, ça me fascinait de voir ce stylet, cette reconnaissance d'écriture. Mais bon, entre-temps, il s'est passé des choses. Bon, Jérôme, qu'est-ce qu'il reste que du Palm? Il ne reste pas grand-chose, parce qu'on sait que Palm OS est mort de sa belle mort. Ils avaient essayé de lancer un téléphone, mais ça avait été un échec. Ils ont séparé le matériel et le logiciel, etc. Ça a été racheté, re-racheté, etc. Ça a été racheté par Hewlett Packard. Et puis, in fine... par LG, puisque le WebOS, aujourd'hui, voilà, la partie logicielle. Ce qui reste du WebOS, c'est sur les télé LG. Puisque aujourd'hui, quand vous baladez dans les menus d'une télé LG, c'est le WebOS qui vient, enfin, c'est évidemment l'évolution du premier logiciel du Palm Pilot. Voilà. Une bien belle histoire. 25 ans, Palm Pilot. Et ben voilà. Allez, on va maintenant enchaîner. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci, Nico. Et on va revenir sur l'actu brûlante maintenant, Jérôme. Exactement. L'actu de la semaine, c'est également cette action d'éclat de la part de l'association France Digital. Et son porte-parole est notre invité. Bonjour Nicolas Brienne. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général donc de France Digital. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous expliquait ce qu'est France Digital pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. France Digital, c'est le premier réseau de start-up en Europe, donc 2000 start-up membres. Et puis de temps en temps, on essaye de rééquilibrer les choses entre les petits Français et le géant technologique américain qu'est Apple. Alors, les géants technologiques américains, il n'y a pas qu'Apple, il y a aussi Google, j'imagine, enfin, tous ces géants de l'Internet. Et cette semaine, c'est à Apple que vous vous en prenez. Alors, on s'en prend, disons qu'on réplique. Si on regarde attentivement les choses, ce qu'on a découvert, c'est hallucinant. C'est-à-dire on n'a pas levé un loup, on a levé un tigre de Sibérie. C'était énorme ce qu'on a trouvé. Moi, j'invite tous les gens qui nous regardent à faire le geste au moment où on se parle. Vous allez prendre votre iPhone, vous allez dans Réglages, d'accord ? Ensuite, vous descendez dans Confidentialité, c'est une petite main bleue en dessous de batterie. Ensuite, vous allez dans Publicité Apple, faites le geste, et là, vous tombez sur le tigre de Sibérie, à savoir... un petit réglage, un petit paramétrage où sur iOS 14, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, il y aurait recueil automatique de vos données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. Alors ça va à l'encontre même de la philosophie d'Apple, en tout cas du message qu'Apple nous communique régulièrement. Il y a Google, il y a les méchants, etc., qui se servent de vos données personnelles. Apple, justement, est à l'opposé et dit... Bon, voilà, vous payez cher nos produits, le cloud coûte cher, tous nos services coûtent assez cher, mais vous pouvez être garanti en fait de la sécurité de vos données. Vos données personnelles ne sortiront pas.
C'est ça qui vous gêne? C'est ça qui vous gêne? Quelle déception. Moi, ça a été le premier sentiment quand les directeurs techniques des startups de France Digital nous ont remonté le tigre de Sibérie. Ça a été quelle déception. Apple est quand même une entreprise qui a érigé une espèce de statut du commandeur autour du respect de la vie privée. Et là, quand on creuse un petit peu les choses, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est le fait qu'il collecte des données à des fins publicitaires. D'ailleurs, en réalité, c'est pour un usage assez limité, c'est juste au niveau de l'App Store. Hein. Ou bien c'est le fait que ce petit bouton soit activé par défaut qui vous gêne? Si ce petit bouton est activé par défaut, on est dans l'illégalité la plus absolue. Il y a des règles quand même sur le respect de la vie privée dans ce pays et sur ce continent. C'est aucun problème avec le recueil de données personnelles, à condition que moi, que vous en ayez donné l'autorisation, que vous ayez, on parle beaucoup de consentement en ce moment, que le consentement soit respecté. Il faudrait que ce soit de l'opt-in au lieu d'être de l'opt-out. Hein, on va éviter les anglicismes, il faudrait que ce soit juste pas par défaut. Voilà. Et si je veux de la pub, que je l'enclenche. C'est mon problème. Exactement. Si j'ai envie de partager mes données personnelles pour que Apple cible mieux mes goûts, mes envies et me propose plutôt une publicité qui m'intéresse plutôt que des choses sur le potager de ma grand-mère, eh bien, grand bien leur fasse, mais je veux au préalable avoir donné mon consentement. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que je crois que le sujet qui fait mal, c'est l'App Store, c'est ça? Alors, le sujet qui fait mal, c'est iOS 14. C'est iOS 14. Exactement. Qui a été mise à jour assez récemment, ça fait quelques mois, hein, iOS 14. Qui a fait dire à un certain nombre de directeurs techniques de nos startups, là, il y a un loup, il y a un tigre de Sibérie, il y a un éléphant dans la pièce. Et visiblement, ça a l'air quand même d'être illégal. Mais en fait, si on ne fait rien et si ce bouton donc est activé par défaut, ça veut dire quoi, Nicolas, pour qu'on comprenne bien pour tous les utilisateurs d'iPhone? C'est-à-dire que toutes les publicités qui vont s'afficher sur mon iPhone, ce seront des publicités qui partagent, enfin qui s'intéresseront à mes données personnelles, c'est ça? En cochant juste cette petite case verte, vous donnez le pouvoir à Apple de vous traquer à des fins de ciblage publicitaire, notamment, si on veut être très précis, sur les applications natives d'Apple. Donc, notamment sur l'App Store, vous voyez souvent en haut, il y a des petites publicités contextuelles, oui. Ça peut être également sur la petite application Bourse. Il y a plusieurs applications qu'Apple met sur nos smartphones. Ce bouton n'active que donc de la publicité sur les applications natives. Natives d'Apple. Et c'est bien ça le problème. Oui. C'est bien ça le problème. Jérôme parlait à l'instant de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les applications natives d'Apple où il y a du ciblage publicitaire. Oui, où là c'est open bar. Tout le monde open bar. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, vous avez, j'allais dire, les pigeons, les startups françaises qui respectent bien le droit, qui sont bien dans les clous, qui font bien attention, etc. Mais c'est-à-dire qu'on ne verrait pas ça sur une appli française, vous voulez dire? Moi, mon expérience, c'est j'ai jamais créé de start-up de ma vie. En revanche, je dirige le plus grand réseau de start-up en Europe, 2000 start-up. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une des start-up membres de France Digital soit contrôlée par la CNIL. Ou par un gendarme européen, quel qu'il soit. Commission nationale informatique et liberté. Exactement. Le gendarme qui respecte la vie privée des Français. Voilà. Ça, c'est totalement insupportable d'avoir ce deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on tape les petites startups françaises, et de l'autre côté, première valorisation boursière mondiale, open bar, comme vous disiez, François. Donc vous avez déposé un recours auprès de la fameuse CNIL qui va dire si effectivement il y a un problème ou pas. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait François à l'instant, Nicolas Brienne, est-ce que derrière ça, puisque vous représentez des startups et parmi elles beaucoup de développeuses d'applications, est-ce que c'est pas un petit peu le ressentiment des développeurs d'une manière générale contre l'App Store et contre les fameux 30%, enfin 15 à 30% de DIM qui sont prélevés par Apple sur chaque application? C'est une affaire qui est mondiale, et les Français aussi sont concernés. Alors, vous ouvrez un autre sujet, mais effectivement, vous avez raison de le rappeler. La liste des griefs contre Apple, elle s'allonge de jour en jour, de semaine en jour. Mais bon, la Commission européenne va se pencher là-dessus, je crois. Vous parlez de la Commission européenne, mais effectivement, on peut parler de Bruxelles, on peut parler de ce qui se passe à Paris. On pourrait même carrément, dans cette pièce, sortir un immense planisphère et faire le tour du monde des plaintes qui sont déposées successivement contre Apple. Apple, pour moi, est devenu too big to manage, c'est-à-dire c'est une entreprise qui empiète aujourd'hui sur beaucoup de principes fondamentaux et on a un certain nombre de régulateurs qui se réveillent, enfin, pour remettre les choses en ordre. Donc typiquement, vous avez parlé de Bruxelles, il y a quelque chose qui existe entre Apple et Spotify. Vous avez quelque chose qui existe aux États-Unis. Et ça, il faut le rappeler, ce n'est pas un sujet d'Européens contre Américains. Même les Américains entre eux s'écharpent là-dessus. Considèrent qu'Apple
la pomme est devenue trop grosse. Epic, hein. Epic avec Games, c'est Fortnite, exactement ça. avec Apple, c'est exactement le même sujet. Et cette histoire traîne, hein. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Ce sont des procédures longues et complexes. C'est aussi pour ça que nous, association de start-up, nous prenons la parole pour nos start-up. C'est qu'aujourd'hui, aucune de nos start-up ne peut évidemment se permettre une plainte contre Apple. Nous avons la chance, l'union fait la force, de pouvoir le faire à leur place. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous exposer tout ça, Nicolas Brienne. On n'avait jamais vu un tigre de Sibérie dans ce studio, donc je vous remercie. C'est vrai, surtout au fin fond de nos iPhones. Un éléphant dans un iPhone, tout est possible. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Directeur général donc, de France Digital. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech for Good. Yes, avec une innovation, une plateforme française. Vous allez voir, c'est une start-up française précisément. On va parler de formation en ligne. C'est super, regardez. Et nous allons donc découvrir, Jérôme, Kokoroé. Voilà. Kokoroé. Kokoroé. Mais oui, quel drôle de nom. Kokoroé, Raphaël Covillette. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, ravi. Alors, Kokoroé, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Kokoroé ? Bien sûr, alors Kokoroé, c'est un terme japonais qui signifie apprendre avec le cœur. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de la formation en ligne aux compétences et aux métiers de demain. Donc concrètement, vous allez sur la plateforme Kokoroé et vous allez pouvoir vous former avec des vidéos qui sont très très courtes, 15-20 minutes en moyenne, sur une diversité de compétences qui sont les compétences de demain qu'on doit maîtriser. Par exemple ? Alors par exemple, vous pouvez vous former sur les compétences humaines, les fameux soft skills qui vous permettent d'apprendre à réapprendre, de dépasser l'échec, de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez vous former également sur les nouvelles technologies, comprendre en 15 minutes ce qu'est enfin la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Et également, on a fait des formations sur les compétences métiers autour du marketing, de la communication et autres. Moi, je suis allé essayer Kokoroé. C'est vrai que c'est sympa. Ce sont des petites vidéos très courtes, très pédagogiques. À qui ça s'adresse exactement ? Parce que la formation, le problème, c'est que tous les publics ne sont pas les mêmes. Alors nous, on travaille aujourd'hui avec des entreprises, principalement du CAC 40, ETI, PME, mais fondamentalement, on s'adresse à tout le monde et à tous ceux qui souhaitent réintégrer la formation dans leur quotidien. Aujourd'hui, quand on souhaite se former, on se dit, bon ben tiens, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de vie, je vais me former la semaine prochaine, je vais consacrer 10 heures ou une semaine à ma formation et je vais complètement, en effet, changer de vie. Nous, on s'adresse à tout le monde et on s'adresse à tous les collaborateurs, tous les demandeurs d'emploi, tous les freelances, tous les indépendants, tous les salariés, pour qu'en effet, ils réintègrent la formation dans le quotidien et ils développent une culture, je dirais, numérique sur les compétences qu'on doit maîtriser, en fait. Ouais, pour changer de vie ou pour s'améliorer dans son travail quotidien, etc. C'est ça. Ouais. Alors, c'est une plateforme qui est payante, donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans les titres de Netflix, peut-être de la formation. On paye un abonnement et ensuite c'est open bar, c'est ça ? Alors vous avez une partie gratuite, vous pouvez entrer dans la formation et visualiser un certain nombre de contenus. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir votre certificat, passer votre quiz, là en effet vous avez une partie payante. On a vraiment un business model qui est double, un business model grand public où vous avez un abonnement et après un business model où on accompagne principalement en effet les entreprises. La formation, et notamment sur Internet, on a l'impression que c'est un marché qui explose. Il y a, alors je ne dis pas qu'il y a des plateformes similaires à la vôtre, mais il y a des choses qui ressemblent peut-être. Et puis il y a aussi beaucoup de contenu gratuit. Je veux dire, YouTube est aujourd'hui c'est sans doute le premier centre de formation mondial presque dans des tas de domaines. C'est pas une concurrence un peu. Puis Amazon aussi qui s'y met avec son accélérateur du numérique. On voit qu'il y a beaucoup de canaux aujourd'hui de formation. C'est aussi qu'il y a une demande, visiblement. C'est sûr. On sait que le confinement, en effet, a amené les collaborateurs à travailler, en effet, chez eux et qu'il y a de plus en plus, en effet, une urgence à s'auto-former et à apprendre, à réapprendre tout au long de sa vie. En effet, il y a un certain nombre de contenus qui existent en ligne et qui sont gratuits, je dirais, et notamment YouTube, vous le citiez. Après, les contenus qui sont pédagogiques et qui permettent réellement d'apprendre et de développer des skills qui vont avoir une reconnaissance, je dirais, dans le milieu, enfin dans l'écosystème, auprès du travail, auprès des entreprises, ça c'est beaucoup plus rare. Nous, on a une vraie ingénierie pédagogique en interne qui nous permet de dire, bon voilà, on veut adresser en effet cette thématique, on va la construire de façon à ce que le collaborateur ou l'apprenant sache à la fin de la formation et développer un certain nombre de compétences. C'est ça la vraie différence. Raphaël, est-ce qu'un petit film de 12 minutes, 15 minutes, ça suffit pour se former ? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus du coaching, de l'interaction avec un vrai prof, et puis comment on valide aussi cette formation ? Bien sûr.
Parce que c'est important de la valider. Bien sûr. En fait, vous avez différents niveaux de formation. Vous avez ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Nous, on est davantage positionné en effet sur l'upskilling, sur l'acculturation, sur le fait de mettre à jour finalement ses compétences au quotidien. Et donc le fait de dire que vous pouvez mettre à jour vos compétences au quotidien en 10-15 minutes, c'est tout à fait bon en fait. C'est tout à fait suffisant. C'est ça. Vous avez vraiment différents types de formations qui correspondent à différents besoins, différentes attentes. Nous, on est sur ce niveau d'acculturation. Et on dit aux apprenants, en 10-15 minutes, vous allez comprendre ce qu'est la blockchain, l'intelligence artificielle. L'objectif, ce n'est pas de devenir expert, mais c'est d'avoir un vernis. Et ça paraît pas, mais c'est pas si facile à acquérir comme compétence et comme savoir. Et je vois dans les soft skills, là, parce que en plus c'est très à la mode, très développement personnel, etc. Donc il y a des sujets comme équilibrer la vie privée, la vie professionnelle, comment sortir d'un conflit, vaincre le syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur, etc. C'est ça. On essaye vraiment de coller en fait aux problématiques du moment. C'est ça. On travaille avec un certain nombre d'entreprises qui nous font part en effet de leurs besoins. On s'inspire de l'actualité. Parce que votre business principal, c'est la formation d'entreprises, c'est ça? C'est ça. Qui représente une somme d'argent monstrueuse. Absolument en fait, incroyable. Après, en effet, cette année, on va également former le grand public à des métiers, principalement aux métiers du numérique, qui sont les métiers autour de l'intelligence artificielle, du développement web, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette pandémie qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre a été un accélérateur pour Kokoroé ? Alors, on marchait déjà bien avant la pandémie, mais c'est sûr qu'on n'a fait pas partie, on n'a pas réellement été impacté négativement, en effet, par la pandémie. On fait partie des rares secteurs qui ont, je dirais, su bénéficier finalement de... vous en avez bénéficié, en fait. Les entreprises ont dû très rapidement... Ah si, on a fait 100% en effet de croissance l'année dernière, mais bon, on faisait chaque année en effet 100% de croissance, mais du coup, on n'a pas été impacté par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs qui ont malheureusement fait moins de croissance. Mais c'est sûr que les entreprises doivent former des nouveaux managers en interne et qu'il y a tout un tas de nouveaux sujets qu'il faut aborder en entreprise. Le télétravail, comment travailler à distance, comment créer du feedback à distance, comment animer des équipes à distance. Il y a aussi une nouvelle figure du manager qui émerge. Aujourd'hui, on parle d'un manager qui est plus du tout autoritaire, qui est plutôt collaboratif, qui est bienveillant, qui est participatif. Tout ça, c'est des thématiques qu'il faut aborder et la formation est en effet une des réponses. Quelle est la formation la plus regardée sur Kokoroé? La formation la plus regardée, c'est... Alors, on la pousse aussi souvent, c'est apprendre à réapprendre. C'est le fameux besoin, finalement, de développer ses compétences au quotidien, mais je dirais, de façon générale, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est comment être soi, comment trouver un équilibre vie privée, vie pro, comment prendre la parole à l'oral. C'est des formations qui sont aussi de l'ordre du développement personnel. Aujourd'hui, les apprenants ont davantage envie d'être bien dans leur travail, dans leur métier, de se développer personnellement. Donc c'est vraiment ce type de formation qui fonctionne le mieux. On sait bien que la formation, c'est la clé de l'évolution professionnelle, surtout dans les années à venir où les longues carrières à faire la même chose, ce sera sans doute de moins en moins fréquent et il faut pouvoir zapper facilement. On ne connaît pas encore les métiers de demain finalement. On Pour certains, on ne les connaît pas encore. C'est ça qui est fou. Tout à fait. Il y a un chiffre qui est assez parlant. On sait que 80%, alors c'est un chiffre qui fait un peu peur, mais bon, j'y vais quand même, les 80% des métiers de demain, donc qui existeront en 2030, n'existent pas encore. 2030, c'est dans 10 ans. Donc on ne sait pas les métiers, on ne sait pas quels vont être ces métiers. On a quand même des tendances. On sait que les métiers de demain vont quand même être autour de l'intelligence artificielle, forcément, autour de la data analyse, de la data science. Vous avez ce qu'on appelle les métiers du numérique. Voilà. Donc les métiers du code, les métiers de l'intelligence artificielle, les métiers autour du digital business development, du gros hacking. C'est tous ces nouveaux métiers qui vont vraiment apparaître. Et ce qu'on recherche davantage, c'est des personnes qui ont cette capacité d'apprendre à réapprendre et justement qui ont cette capacité d'évoluer en interne au sein des entreprises plutôt que des experts en fait. Dernière question très brièvement, est-ce qu'on peut financer Kokoroé avec le crédit formation là, dont bénéficient notamment tous les salariés, etc. C'est le CPF. Pas encore. Nous, on n'est pas passé. On y travaille, mais aujourd'hui, en effet, on n'est pas encore dans mon compte formation. Et ça coûte combien? 7,99 €. Par mois. Par mois. Ok. Très bien. Merci Raphaël beaucoup. Covilette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cofondatrice de Kokoroé. Jérôme. Je te propose de te former à la conquête spatiale, François, maintenant. Et oui, mais pour aller sur Kokoroé, il faut une bonne connexion Internet. Enfin, en tout cas, il faut une connexion Internet. On va se former au satellite maintenant. Et on va s'intéresser à la connexion d'Elon Musk tout de suite.
Avec notre formatrice en chef, spécialiste des étoiles. La princesse de la 5G, t'oublies toujours. Ah oui, la princesse de la 5G, c'est vrai. Amélie Charnet, bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, on avait réfléchi à une petite blague que je vienne avec un diadème de princesse, justement, comme... Ou alors avec la coiffure de Leïla, princesse Leïa. Ah, c'est bien ça. Et oui, Amélie, qui est, vous le savez, notre experte des réseaux, alors qu'ils soient terrestres ou même spatiaux, visiblement, puisqu'il y a quelques semaines de cela, tu nous avais parlé de ce projet fou de mettre de la 4G sur la Lune. Eh bien là, maintenant, on va parler de ce projet incroyable d'avoir du très haut débit partout dans le monde, partout sur la planète. Grâce aux satellites, donc Grâce aux depuis satellites. l'espace. Ouais. Alors en fait, vous avez entendu parler du projet Starlink de SpaceX, Bien qui sûr. est la société d'Elon Musk. En fait, les choses se sont accélérées. Donc là, on a déjà 1000 satellites qui sont en service, beaucoup plus bas que prévu. Ils sont à environ 500 km au-dessus de la Terre. C'est pas beaucoup, hein. Parce que C'est pas normalement, beaucoup. Au départ, un ça devait être satellite 1200. géostationnaire, c'est 36 000. 36 000, Ouais, ouais. voilà. Vous vous rendez compte ? Alors évidemment, la différence, c'est que la latence va être bien moindre. Donc c'est super intéressant. D'accord. Et pour vous donner un ordre d'idée, un avion de ligne, il vole à 10 km d'altitude, hein, à peu près 10 000 mètres. Là, on est à 500 km d'altitude. La moitié. C'est ça. Non, Donc c'est n'importe ce quoi. que tu dis. Le- 50 fois N'importe plus. quoi. 50 fois plus haut. Dis-moi, c'est ceux qu'on voit passer comme ça en ribambelle, là, les Starlink? voilà, oui, il y a eu plein de polémiques parce que oui, ça gêne l'observation des étoiles. Ouais, il paraît. Bon, ils ont peint leurs satellites pour qu'il y ait moins de réflectivité avec ces satellites. Le problème n'est pas tout à fait réglé, la polémique D'accord. n'est pas éteinte, hein. Mais là, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'on s'est aperçu que le service Starlink pourrait être disponible en France avant la fin de l'année. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir aussi vite. Ah ouais. Alors, est-ce que, d'abord, je pense qu'il faudrait que tu nous expliques, parce que de l'Internet par satellite, ça existe déjà, hein. Il y a des oui. gens qui sont en zone blanche, qui ont une parabole dans leur ferme. À partir du moment où on a l'électricité, on peut avoir une connexion Internet qui est malgré tout limitée, hein. Oui. Je crois en débit et puis en volume de data. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un forfait 4G. Alors en fait, il y a quand même eu du nouveau, hein, parce que Orange a passé des accords avec Eutelsat. Et là, depuis 2 semaines, on peut en France s'abonner à une offre très haut débit satellite avec Neosat. D'accord. Donc en fait, c'est Eutelsat qui a lancé un satellite l'année dernière. Il est en service depuis très peu de temps. C'est Eutelsat Connect. Et il permet d'avoir jusqu'à 100 mégabits quand même de débit, ce qui est une petite révolution. Jusque-là, c'était quand même... on était plutôt sur une qualité plutôt ADSL avec le Ouais. satellite. 100 mégabits descendant, mais le problème, c'est la montée souvent, 5 non? mégabits en montant. 5 mégabits en Alors, montant. c'est- Bon, ce qui est relativement correct, hein. correct Ouais. C'est quand même, hein. c'est plus Ouais. un problème capacitaire qu'un problème vraiment technique qui pourrait aller au-delà. Mais ils ont Et pour peur que, voilà, il faut que que ça tout le monde sature. Il faut puisse y avoir partager. accès. Voilà. Mais on a, avec cette offre de Telsat, de l'illimité en termes d'Internet? Ou est-ce qu'encore une fois, on a un forfait de data? Alors, c'est un peu sibyllin quand on lit les conditions. Donc, vous avez 150 gigas de data prioritaire. Et ils disent que c'est pas limité, mais qu'au-delà des 150 gigas, ils peuvent être amenés à réduire en fait la vitesse de connexion pour suivant en fait le Oui. nombre de gens qui sont connectés La pour partager densité en de fait, connexion que subit voilà. le satellite, parce qu'en fait, ce satellite C'est va ça. arroser toute l'Europe. Et si on est tous en train de télécharger en même temps, bah, au bout d'un moment, il va fatiguer, quoi. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est ce qui Ça, existe c'est ce déjà. qui existe, voilà. Projet européen, etc., avec France Télécom, enfin Orange. Et donc là, Starlink, c'est tout autre Ça changerait chose. quoi, alors, Starlink? Alors Starlink, donc comme on le disait tout à l'heure, les satellites sont beaucoup plus bas. Donc la latence, au lieu d'être de 600 millisecondes actuellement, elle est entre 20 et 40 millisecondes. Ah ouais. Alors, malgré tout... On divise par Par 10, plus même. Voilà, donc Orange fait quand même remarquer que avec un satellite géostationnaire, la latence, elle est stable. C'est toujours la même. Avec un satellite non géostationnaire qui bouge tout le temps, bah, en fait, la latence, elle ne sera pas stable. Donc On sent vous la dit... concurrence qui se met en place quand même, hein. Oui, on Les vous dit arguments, les entre 20 contre-arguments. et 40 millisecondes, mais en fait, ça ne sera pas tout le temps stable. Donc, Oui, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on ne bouge pas, mais les satellites au-dessus de nos têtes vont bouger. C'est ça. Et au bout d'un moment, alors ça sera totalement transparent, hein, j'imagine, il n'y aura pas de déconnexion, mais on va passer d'un satellite à l'autre qui
qui ne sera pas forcément à la même distance, pas forcément à la même altitude, etc. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme le changement de cellule sur Terre pour le téléphone cellulaire, finalement. Cela dit, il ne va pas beaucoup bouger. C'est-à-dire qu'on perdra. Enfin, il n'y aura pas d'énormes changements de latence. La grande différence, quand même, c'est qu'on est dans des niveaux de latence qui vont permettre, par exemple, de jouer à des jeux vidéo en réseau on ne pourrait pas. En fait, il y a certains usages avec le satellite actuellement, avec 600 millisecondes de latence, qui ne sont pas possibles. Même la voix sur IP, c'est compliqué. On a du décalage. Enfin, c'est pas très agréable. Là, on a quasi plus de décalage qu'on ressent, en fait. C'est ça. Et alors... Bon, alors, dans l'autre sens, il y a aussi des inconvénients avec Starlink. C'est le prix. Donc, en fait, il faut quand même débourser près de $500, mine de rien, pour acquérir le kit. Donc, la parabole. Et les gens doivent l'installer eux-mêmes, ce qui n'est peut-être pas forcément évident. Moi, je demande à voir. Et ensuite, le prix, il est d'environ 83 € par mois, l'abonnement. Donc, quand vous comparez ça à l'offre, la dernière offre qui est commercialisée par une filiale d'Orange qui s'appelle Nordnet, c'est entre 40 et 60 € par mois. Ah oui, bien sûr. Et le kit est un tout petit peu moins cher. Oui, mais on a l'illimité avec Starlink. Non. On n'a pas exactement pareil. Ah bon, Pour l'instant, ils disent... J'avais cru comprendre qu'il y avait de l'illimité. Le service, pour l'instant, est en bêta aux États-Unis. Et les premiers utilisateurs il y a tellement peu d'utilisateurs qui peuvent s'en servir de façon illimitée. Mais on aura le même principe. À un moment donné, c'est comme pour les box 4G. Vous avez une quantité de data qui est assurée. Et puis, au bout d'un moment, suivant le nombre de gens qui seront connectés en même temps, suivant l'affluence. Alors, quand même, précisons que la nuit, c'est illimité pour les offres de Nordnet. Tout à fait. Donc, bon, vous n'avez peut-être pas envie de vous connecter entre 3h et 6h du matin. C'est vrai que personne ne dort la nuit, donc c'est vrai que la plupart du temps, tu peux télécharger, etc. La particularité aussi de Starlink, c'est de tout petits satellites, qui n'ont rien à voir avec les gros satellites de Telsat. À terme, on pourra en avoir combien au-dessus de notre tête? Alors, il parlait de 12 000 au départ, mais ça serait peut-être encore plus. Et c'est un système, alors là encore, les concurrents fourbissent un peu leurs armes. Il y a plein de gens qui disent, d'accord, il va y avoir des débits peut-être plus élevés. Oui, parce précisons, les débits seront plus élevés avec Starlink. C'est jusqu'à 150 mégabits par seconde. Elon Musk dit qu'il ira jusqu'à 300. Bon, faut voir. Ça fait des débris. Autant de satellites, ça fait beaucoup de choses au-dessus de nos têtes. Oui, d'autant plus que leur durée de vie, elle est moindre que les satellites géostationnaires. Il faudra les changer plus souvent. Mais l'inconvénient d'un système aussi bas, c'est qu'il faut beaucoup plus de satellites pour couvrir toute la planète. Donc, et vous couvrez aussi des zones qui n'ont pas du tout besoin d'être couvertes. Donc, en fait, finalement, ce système revient beaucoup plus cher. Le gigabit devient extrêmement cher avec un système comme celui de Starlink. Donc, bon, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et finalement, j'ai eu Telsat hier au téléphone, il me disait, nous, on estime qu'on est complémentaires. Ça ne sera pas la même clientèle. Peut-être que Starlink va viser plus les entreprises. Nous, on sera plus grand public, plus abordable, et il y a de la place pour tout le monde. Alors, on parle quand même d'un public qui va être hyper limité, parce que au total, Starlink en Europe pourra couvrir peut-être 1 million de personnes, Eutelsat peut-être 500 000. À l'échelle de la France, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, les gens qui font appel au mix technologique, on n'a pas le détail, c'est à peu près 500 000 personnes. Mais il y a encore moins de gens que ça qui utilisent le satellite. Ça marchait très réduit. Et vu que la fibre optique va encore se développer, voilà, on aura peut-être... Mais à l'échelle de Starlink, c'est un marché mondial. C'est ça. Mais donc en France, on parle de peut-être quelques centaines de milliers, tout au plus, de gens qui pourraient y avoir. Espérons qu'il y en ait le moins possible, parce que s'il y en a moins, c'est que la plupart de ces gens-là ou ont la fibre ou auront des services terrestres de qualité. Voilà, c'est un peu un pis-aller, en fait. Exactement. Et peut-être qu'on peut rappeler du coup que le gouvernement a fixé 2025 pour que tout le monde ait la fibre en France. Alors c'est un vœu un petit peu... Fibre ou équivalent. Oui, ou très haut débit, on va dire. Ils jouent un petit peu sur les... Non, 2025 c'est la fibre pour tous. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais à terme, peut-être que tout le monde aura la fibre un jour en France. Espérons-le. Merci beaucoup Amélie Charnet. À propos de Starlink, et je crois que nous arrivons à l'instant fatidique de la story de Jordan. Jordan Cosino est là.
Et oui, il n'a pas de satellite, lui, il est un astre à lui tout seul. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, Je suis oui. fier, je suis fan. En plus, il y a encore les images de Starlink Oui, derrière, c'est on ça. se régale. Oui, parce qu'en fait, le réalisateur s'est endormi. Oui, c'est Oui, endormi, ça. monsieur. Il est parti aux toilettes. Non, ce midi. il lance le truc, il appuie mais sur le voilà. bouton. Comment ça va, Jordan? Bah, écoutez, ça va très bien et vous? Ah, t'as perdu encore 2 grades de 2 bronzage. de bronzage. Voilà. Toutes les semaines, on fera un point bronzage, c'est important. C'est ça, donc, c'est important. mais c'est pour ça que je vous dis, je vais bientôt repartir. Là. Vous me traquez. Par contre, toi, tu as pris beaucoup de couleurs. Je disais. Oui, je Ah sais oui, pas mais pourquoi, lui, je ne sais il pas ce qui passe- s'est passé. il En passe fait, sa vie c'est à sur sa force d'être sous les terrasse. projecteurs des studios, je pense. Quelle star, quelle star. Jordan, Alors, qu'est-ce que tu nous nous réserves apportes ce soir? Bah écoutez, vous Enfin, l'avez aujourd'hui. dit magnifiquement bien aujourd'hui. ensemble. Aujourd'hui, on va faire le petit hashtag je veux savoir, le hashtag qui cartonne en ce moment, Lady Gaga, Barack Obama, Donald Trump, non pas tweeter dessus, mais Jérôme Collombat oui. Donc c'est le plus important finalement, à peu de choses près. Non, le hashtag je veux savoir que vous pouvez poster n'importe où, que ce soit sous les commentaires de cette vidéo, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On va un peu répertorier toutes vos questions et on y répond. Enfin, on y répond. Nicolas Lelouch, que j'ai vu, avec qui on a passé un moment sympathique avec des tests PCR négatifs, a répondu et je vous laisse voir ce que ça donne en vidéo du coup. Allez, on y va. Oui. Et ben voilà, on est avec Nicolas Lelouch qui est juste ici. Il faut savoir qu'on a un budget assez incroyable. On remercie Pierre au graphisme. Ce magnifique hashtag je veux savoir, voilà, ou qui fait aussi je veux avoir. On sait pas trop, voilà. Donc on est avec Nico. Bonjour Nico. Salut Jordan. Et j'ai demandé aux gens de te poser des questions sur Instagram. Et donc tu vas y répondre avec plaisir, je pense. Avec toujours beaucoup de bonheur. Première question, il y a Adelaine Dou. On ne sait pas d'où, d'ailleurs, justement. C'est pas... Excellent. Merci. Le meilleur photophone du moment. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à maintenant, on aurait toujours choisi les Google Pixel. Et cette année, j'ai pas trop envie de choisir le Pixel parce qu'à force de récupérer toujours le même capteur depuis 5 ans et de juste se contenter d'améliorations logicielles, il commence à être distancé par la concurrence. Je pense que Samsung, ils sont pas loin d'être les meilleurs aujourd'hui avec le Galaxy S21 Ultra parce qu'ils ont surtout un module qui fait tout. Vous avez un capteur de 108 mégapixels, vous allez avoir un zoom x3, un zoom x10, c'est immense, il n'y a que Huawei et Samsung qui savent faire ça aujourd'hui. Évidemment l'ultra grand angle, et cette polyvalence aujourd'hui couplée à une bonne qualité photo, je pense que c'est ce qui te fait le meilleur smartphone photo. Donc ça va jouer avec le Galaxy S21, peut-être l'iPhone sur la qualité. Et mais Huawei, ces deux produits-là dans la course, du coup? Non, Huawei est toujours excellent, ils sont sans doute un petit peu meilleurs que Samsung et Apple même. Le problème, c'est qu'ils sont éliminés pour tellement d'autres raisons que c'est compliqué en fait de les compter aujourd'hui dans un comparatif. Et mais oui. avec le Find X3. C'est en train Oppo de devenir intéressant en effet. Il va falloir attendre de pouvoir tester justement la nouvelle gamme Find X3 qui est en train d'être annoncée. Mais c'est vrai que chez Oppo, on commence à avoir vraiment des trucs. Parce qu'il y a un petit mode microscopique, c'est ça, hein, sur les Oppo que tu m'as montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer que le mode microscope de Oppo permet d'améliorer la qualité photo? Pas vraiment. C'est un gadget en plus, c'est très marrant. Mais c'est vrai qu'Oppo commence à être bon. Mais c'est vrai que je pense que Samsung, c'est le plus complet aujourd'hui. Autre question, il y a Jiba76 qui nous demande quel est l'assistant vocal le moins cher et un peu sympathique niveau qualité audio. Je sais que tu les as tous, toi. Sur la qualité audio, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, ça serait le HomePod Mini, mais il faut être dans l'écosystème d'Apple. Mais c'est vrai que ce qu'Apple offre pour 99 € d'un point de vue sonore, c'est vraiment super bon. Et après, Siri a ses défauts, hein, évidemment, il ne sait pas répondre à tout. Mais en tout cas, pour de la musique, c'est très bien. Après, ça va jouer entre Amazon et Google. Il se trouve que les deux sont en train de prendre l'audio au sérieux petit à petit. J'ai une petite préférence personnellement pour le Google Nest Audio, donc qui est leur dernière enceinte connectée qui coûte dans les 70 € je crois, et qui a surtout l'avantage d'avoir Google Assistant qui est en français pour moi le meilleur assistant vocal. En plus, la plupart d'entre vous ont un smartphone Android, donc qui dit smartphone Android va dire une très bonne coexistence entre son smartphone et l'enceinte. Donc c'est vrai que le Google Nest Audio serait peut-être le meilleur rapport son enceinte. Mais si vous êtes sur Apple, HomePod Mini, vraiment c'est meilleur. Ok, on salue Siri, hein, je sais qu'il nous écoute. Salut Siri. Salut. Nouvelle question de THB14, c'est un mot de passe Wi-Fi. Hein. La 6G, ça va être comme la 5 ou juste plus rapide? Très difficile à dire à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a des réflexions. En fait, surtout qu'il n'y a pas de normes 6G. Il y a des réflexions à peu près chez tous les grands constructeurs sur les équipementiers, sur la 6G aujourd'hui. Mais on ne sait pas exactement ce que ce sera, quel sera le message marketing, encore moins. Donc, évidemment, ça sera plus rapide que la 5G. Je pense que je peux prendre le risque d'avancer ça aujourd'hui. Mais c'est trop compliqué. Il y a quasiment 10 ans d'écart entre une génération et une autre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des vraies réflexions chez les constructeurs aujourd'hui. On lisait récemment que Apple lui-même est en train de travailler sur la 6G dès aujourd'hui, histoire de ne pas être dépendant de Qualcomm et les autres, comme avec la 5G et la 4G avant. Donc c'est assez marrant de voir justement que la 6G intéresse. Et j'avais visité il y a 2 ans
une usine Oppo, une usine Huawei qui travaillent déjà sur la 6G. Nouvelle question de Julien Philippe, on reste sur la 5G. À quand une 5G vraiment efficace? Parce que de ce qu'on a lu, une des phrases, je crois, de conclusion de ton article, c'est la meilleure 5G aujourd'hui à Nice, c'est la 4G d'Orange. Tout à fait, et c'est la conclusion d'ailleurs que j'ai gardée de Et tout donc ça. à quand une 5G réellement efficace? Alors déjà, la 5G n'est pas forcément mauvaise aujourd'hui. Elle a l'avantage de la 5G d'être bonne dans les endroits où la 4G parfois est inexistante. Le vrai changement, ça va sûrement intervenir aux alentours de 2023, quand le cœur de réseau des opérateurs va basculer de la 4G à la 5G. Donc la 5G va devenir vraiment indépendante et vraiment différente. À ces moments-là, on va pouvoir voir tout ce qu'on nous promet avec la 5G depuis des années, à savoir la latence minuscule qui va permettre de jouer en réseau par exemple, et plein d'autres avantages, possiblement aussi les réseaux millimétriques qui font leur apparition en France et ailleurs, ce qui va permettre d'avoir de bien plus gros débits. Donc c'est peut-être vers 2023 qu'il y aura une grosse différence. En attendant, ça va sans doute s'améliorer. Ça sera sûrement meilleur qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que l'écart sera toujours petit. Et on va faire une dernière question, enfin 2 dernières en fait. Je vais en mélanger 2, celle de Yvan et de Jérôme. Celle de Jérôme, c'est quelle innovation peut-on attendre afin de révolutionner le marché des smartphones? Et la question de Yvan, qui est à peu près dans la même idée, c'est quelles seront pour vous les principales nouveautés sur les smartphones d'ici 2025-2030? Je la trouve super intéressante cette question. À court terme, je pense que le premier changement, ça va être la caméra sous l'écran. C'est le truc sur lequel tous les constructeurs travaillent. Et à moyen long terme, en effet, c'est les nouveaux formats. Donc ça demande à être inventé. Il va y avoir des flops, il va y avoir de ces ratés monstrueux, plein de téléphones qui vont faire des grosses catastrophes industrielles. Je pense que ces formats pliants, déroulants, tout ça, c'est vraiment le futur et c'est ce qui va permettre de changer, de révolutionner le smartphone, comme on nous demandait. Après, quand? Je ne sais pas. À quel prix non plus? Est-ce que ça va vraiment tuer le smartphone actuel? Je ne pense pas non plus. Je pense que ça va être des nouveaux formats qui vont coexister, plus proches de la tablette que du smartphone. Et ben voilà, une très belle réponse, bien complète, avec ce magnifique hashtag. Voilà, je veux savoir. Si vous voulez poser vos questions pour que Nico puisse y répondre, voilà, vous mettez hashtag je veux savoir, que ce soit en commentaire des vidéos, on regarde tout, on fouille partout. Les messages Facebook, Twitter, Insta, le Tinder de Nico, bref, peu importe où vous voulez. Non, merci à vous pour vos questions, c'est toujours hyper intéressant de savoir sur quoi vous voulez poser, ça peut être sur de l'audio, sur ce que vous voulez poser vos questions. Merci à toi d'avoir pris le temps. Merci, avec plaisir. Merci pour l'ensemble de ta carrière. C'est gentil. Bon courage avec la 5G, bon courage avec les smartphones. C'est gentil, merci. Et à bientôt. Salut. No! Mais alors, on a découvert ça là à l'instant, mais quel talent! Écoute, ça fait plaisir. Il faut savoir qu'il découvre vraiment les magnétos, sinon c'est pas drôle. Et Nicolas, évidemment, c'est lui qui fait tout. Je l'aime, Nicolas, bravo, merci à lui. C'est beau. Vous avez appris des trucs, ça va? Ah bah ouais, oui, on a appris des trucs. Je suis pas d'accord avec Nicolas sur l'assistant. Ah, toi t'es plus team quoi? Moi je suis plus team Alexa. Ah ouais? Désolé. Hein. Par rapport à quoi? Plus fiable, plus efficace, tu trouves? Très ouvert sur la domotique. Ah oui, c'est vrai que toi t'as tes stores connectés, tout connecté chez toi, voilà, c'est pour ça. Quand ça marche. Oui, ah oui, parce que, excusez-moi, petit aparté, tu dis ça, mais quand tu disais Alexa ouvre les volets, ça les fermait et réciproquement, non? Oui, mais ça, il suffit de le dresser un peu et on s'en sort. Mais, non, mais Google peut faire aussi des choses comme ça. Mais il y a un petit truc quand même qui me gêne dans le fait de dire Google pour piloter la maison. Voilà. Et je sais que je ne suis pas le seul. Psychologiquement, tu veux dire? Ouais. Je peux comprendre. Voilà. Non, c'est cohérent. Merci en tout cas, Jordan. Écoutez, avec plaisir, encore une fois, j'insiste, mais n'hésitez pas à poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Tu sais que tu es le bienvenu, on se retrouve la semaine prochaine. Et avec grand plaisir, si vous m'accueillez encore. Mais bien sûr. Et 01 Hebdo, Jérôme, est terminé. On sera là, bien sûr, vous le savez, tous les jeudis, fin de soirée, évidemment, enfin non, début de soirée, sur 01 TV. Et vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur 01net.com aussi. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit donc à la semaine prochaine avec encore plein de sujets, puisque, eh bien, vous le voyez, l'actu ne s'arrête jamais dans la tech. C'est ça qui est bien. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.